Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Maud Jelliker. Je suis infirmière et puis agente de recherche et de planification ici à l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie Michel Sarrazin, Université Laval. Bienvenue à cette session des croquettes scientifiques du 21 mai 2025. Qu'est-ce que c'est les croquettes scientifiques? Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, en fait, ben, c'est sur l'heure du lunch. On discute de 3 articles récents pour nourrir votre appétit scientifique avec une thématique aujourd'hui qui est l'aide médicale à mourir. Ce midi, on va avoir, le plaisir d'entendre et d'échanger avec 3 expertes. Il s'agit de docteur Marie-Claire Lemay, madame Maryse Carignan et madame Marie-Josée, Baudin. Je vais les laisser se présenter, à tour de rôle lorsqu'elles vont vous présenter, leurs articles. Avant de commencer, quelques informations. Donc, comme vous le voyez, les croquettes sont enregistrées et la session va être disponible en rediffusion sur les chaînes YouTube de l'Institut et de Pallium, Canada. Aussi, chaque présentation va être suivie d'une période d'échange ou de questions. Donc, vous pouvez utiliser dans le bas de l'écran, vous avez un petit, onglet, Q&R pour questions-réponses. Donc, vous pouvez les écrire là, sinon dans le clavardage également, mais des fois, c'est plus dur de les retrouver. Donc, on vous invite à utiliser cette fonction-là. Et puis, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Le projet, en fait, les croquettes scientifiques s'inscrivent dans le projet ECHO, qui est un projet avec Pallium Canada. Donc, c'est une initiative de 5 ans qui vise à cultiver des communautés de pratique et un développement professionnel continu. C'est un projet qui est soutenu par une contribution financière de Santé Canada, mais les opinions exprimées ici ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada. Avant de laisser, la parole à notre, 1re invitée, je voulais aussi vous mentionner que nos activités de formation sont accréditées, donc par la faculté de sciences infirmières de l'Université Laval, 1 heure, d'unité de formation continue. Les personnes intéressées, à en faire la demande, on va mettre le lien dans le clavardage à la fin. Vous pouvez nous envoyer un courriel, puis on va vous donner les informations pour, vous prévaloir de cette unité-là. Et dernière chose aussi, dans un esprit, d'amitié, l'Université Laval veut rendre hommage aux premiers peuples de ces lieux, donc étant à la croisée des peuples Huron-Wendat, Wabanaki, Innu, Atikamekw et Wolastoqey, nous honorons nos relations les uns avec les autres. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à docteur Lemay. Bonne croquette! donc bonjour tout le monde. Je vois que l'assistance de 56 personnes, c'est quand même non négligeable. Je me trouvais bien zen, puis subitement, je suis comme un petit peu moins zen. Ça me fait plaisir d'être là. Je remercie là, l'Institut pour leur invitation. Et surtout d'avoir sélectionné des beaux articles, puis d'avoir aussi pré-mâché toutes les vignettes, en fait, toutes les slides en bon français qui vont suivre, ce qui m'a aidé beaucoup, puis pour leur soutien inestimable. Expert invité, je me sens un petit peu imposteur. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrête, ça, le sentiment d'imposteur, mais voilà, donc je suis un médecin de famille. J'ai terminé ma formation en 2009. J'ai fait une 3e année en soins palliatifs et depuis ce temps-là, je fais partie de l'équipe des soins palliatifs de l'IUCPQ où j'assume un rôle là, de co-chef là, avec mon collègue. Je suis aussi médecin de famille au GMFU 4B où j'ai mes patients que j'accompagne là, du début de la vie jusqu'à la fin. Et je suis une des co-directrices là, du programme de compétences avancées en soins palliatifs. Donc, je pense que c'est assez pour les présentations. Les diapositives, Alexandra, s'il te plaît. Oui. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter une belle étude québécoise toute récente qui est parue en 2025 dans le Palliative Care and Social Practice, qui s'intitule Individual Characteristic Influencing the General Population's Level of Knowledge and of Life Practices a Cross-Sectional Study. Pardon pour l'accent. Donc, j'ai de l'intérêt, mais j'ai aucun espèce de conflit d'intérêt à divulguer en lien avec le sujet. Donc, cette étude-là visait un double objectif, donc d'évaluer les connaissances de la population générale concernant le statut juridique. Donc, quand je parle de statut juridique, c'était très dichotomique comme question. On posait la question selon certaines vignettes, à savoir si le geste posé était légal ou non, selon les définitions des différentes pratiques de fin de vie. Donc, pour avoir une espèce de portrait des connaissances de base des soins de fin de vie de la population québécoise.
Et comme second objectif, de comparer le niveau de connaissance en termes de soins de fin de vie en fonction des caractéristiques individuelles connues qui influencent là, la littératie en matière là, de soins de fin de vie. Donc, voilà. Donc, la façon que ça a été procédé, ils ont fait appel là, à des experts en recrutement, soit via des médias sociaux, des affiches. En fait, c'est une étude transversale qui a été menée auprès d'adultes canadiens francophones, québécois et anglophones également, sous forme de questionnaires auto-administrés qui présentaient 2 vignettes évolutives, puis qui a été utilisé pour 2 éléments généraux, comme je le disais tout à l'heure, là, évaluer d'un les connaissances. Euh, donc, concernant le statut juridique des pratiques de fin de vie et si ces pratiques étaient de l'aide médicale à mourir ou non. Donc, ces pratiques-là, c'était la sédation palliative. Donc, ils présentaient une vignette classique de sédation palliative. Ils ont aussi, là, dans le questionnaire, fait une espèce de, 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 de- de glossaire concernant les soins de fin de vie. Puis ensuite, il posait la question selon une vignette puis, qui décrivait différentes pratiques. Donc, la sédation palliative, l'arrêt de traitement, le suicide assisté, l'aide médicale à mourir en bonne et due forme, une sédation urgente, donc ce qu'on appelle notre protocole de détresse. Puis également une directive anticipée, en fait, une demande anticipée d'aide à mourir. Il faut se souvenir que cette étude-là a été conduite, en fait, les questionnaires ont été administrés entre octobre 2019 et février 2020, à l'époque où, à ce moment-là, faire une demande anticipée d'aide à mourir était pas encore légal. Donc, voilà, c'était le questionnaire administré. Des situations bien décrites selon différentes. Oh, on a quelqu'un dans le chat qui parle. Ah! Donc, Madame Plaisance, ça me fait plaisir. J'espère que je ne ferai pas honte à votre étude puis que je l'ai bien, je l'ai bien comprise. Donc, à chaque participant, comme je le disais, on demandait est-ce qu'on présentait une vignette, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, est-ce que c'est de l'aide à mourir ou c'est pas de l'aide à mourir. Puis ensuite, on évaluait les caractéristiques individuelles des participants, telles que leur expérience en tant qu'aidant naturel de personnes qui ont reçu des soins palliatifs, leur perception de leur santé et de leur situation financière, ainsi que les données démographiques, leur sexe et leur âge. Voilà, j'espère que c'est relativement clair. Donc, les résultats obtenus m'ont quand même relativement surprise dans le sens où 27 des répondants ont associé la description d'un arrêt de traitement à l'AMM. Donc, ils ont vu la description classique d'un arrêt de traitement qui ont associé comme étant effectivement une aide médicale à mourir. Et 39 des patients ont incorrectement associé la description de la sédation palliative continue à une aide médicale à mourir. Donc, c'est quand même non négligeable. Et 34 ont incorrectement indiqué que l'intervention décrite, donc l'intervention de l'aide à mourir en tant que telle, était illégale. Donc, c'est des résultats qui m'ont surprise. C'est les résultats de façon globale, mais il y a aussi, si vous lisez la belle étude, là, plusieurs, en fait, pour chaque vignette, sur chaque soin de fin de vie, soin palliatif, il y a des belles surprises aussi dans le sens où à peu près entre 25 et 40 des gens se trompent ont une mauvaise réponse. Je voulais aussi vous souligner, quand on a décrit en fait la sédation urgente comme l'administration de doses d'opiacés plus fortes pour casser une détresse ou un malaise important. En fait, il y a seulement 55 des gens qui ont décrit le geste comme étant illégal. Pardon. Donc, 45 des gens qui estiment qu'administrer des plus fortes doses d'opioïdes pour casser une détresse en fin de vie, c'est illégal. Et 25 l'ont confondu à ce moment-là avec une aide médicale à mourir en bonne et due forme. Puis pour chacune des vignettes, chacune des cas de figure exposés, là, il y avait toujours entre 25 à 40 des gens qui se trompaient. Si on continue avec les résultats, donc il y avait des facteurs qui influençaient de façon positive le pourcentage de bonnes réponses, donc la littératie en termes de soins de fin de vie.
Donc, avoir pris soin d'une personne ayant reçu des soins palliatifs, être plus jeune, avoir un niveau d'éducation plus élevé et avoir participé à la planification préalable des soins était associé à une meilleure connaissance des pratiques de fin de vie. J'aimerais ajouter, en fait, un élément important. Dans la population étudiée, il y avait quand même 70 des répondants, bon, qui ont dû se sentir, qui ont dû se sentir, appelés par le sujet d'étude, qui avaient pris soin de gens, en fin de vie dans leur entourage. Il y avait également une large majorité de femmes, là, je pense que c'était autour de 88 de l'échantillon des 842 personnes qui étaient de sexe féminin et 44 de ces gens-là avaient un diplôme, universitaire, et plus. Donc, j'ai l'impression qu'on a quand même un échantillon qui est, surreprésenté en termes de gens en termes de littératie, d'études et de gens qui ont fait, de l'accompagnement de personnes, en fin de vie. Et malgré ça, donc voilà, on a ici là, les variables en gras, là, vous avez en fait les facteurs qui influencent le degré de littératie en fin de vie. Donc, le fait d'être plus jeune, d'avoir un haut niveau d'éducation, d'avoir déjà fait aussi de l'Advanced Care Planning, donc la planification de soins, et d'avoir déjà pris soin de quelqu'un qui était soit atteint d'une maladie qui menait éventuellement à une aptitude ou d'un patient là, qui était en fin de vie, sont tous des éléments qui vont influencer de façon positive la compréhension des soins de fin de vie. Donc, en résumé, on peut dire que les résultats indiquent que la population générale a des lacunes dans ses connaissances concernant les pratiques de fin de vie. Ces lacunes sont associées à différentes caractéristiques individuelles telles que mentionnées et peuvent limiter la capacité des citoyens à prendre des décisions éclairées en matière de fin de vie. Donc, il est essentiel de mettre en place des interventions communautaires adaptées aux différents publics. On a un travail là, d'explication à faire, de vulgarisation, là, afin que tout le monde comprenne bien c'est quoi, quelles sont leurs options en fin de vie. Ou puis, quand ils sont des proches, ben, qu'est-ce qui arrive avec leurs proches pour bien comprendre. Je dois mentionner aussi que probablement, étant donné que l'échantillon, il y avait beaucoup c'est ça, de gens qui avaient un haut niveau d'éducation, qui s'étaient déjà occupés de proches en fin de vie, probablement que si on faisait un coup de sonde dans une population un petit peu plus homogène, qui reflète un peu plus les réels pourcentages de gens qui ont été exposés à des soins palliatifs pour leurs proches, puis quelque chose d'un petit peu plus homogène en termes d'éducation, mais possiblement qu'on sous-estime encore avec cette étude-là la confusion là, qu'on retrouve quand vient le temps de discuter de soins de fin de vie. Fait que probablement que ce serait encore pire, si on peut dire, en un sens, là. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Bref, il y aura des questions. On peut changer la. Parfait. Donc, le parallèle avec ma pratique clinique, mais en fait, c'est le B à bas de ma pratique, de discuter des alternatives, en fait, puis des soins de fin de vie, l'aide médicale à mourir, les demandes d'aide médicale à mourir, les demandes d'information sur l'aide médicale à mourir, la sédation palliative, les arrêts de traitement, les protocoles de détresse, c'est mon quotidien. Oui, en soins palliatifs, mais aussi en tant que médecin de famille pour accompagner, là, je veux dire, j'en ai plein des gens dans ma clientèle qui cheminent vers la fin de vie ou qui encore accompagnent quelqu'un en fin de vie. Donc, d'avoir ce petit son de cloche-là que peu importe ce qui se passe, il y a toujours au moins quasiment 30 des patients ou des proches qui vont analyser de façon erronée ce qui se passe. Donc, ça me rappelle là, l'importance de valider la compréhension des explications que je donne et ne jamais présumer, même si les gens me disent: «Ouais, oui, c'est la 5e fois que je passe par là, je sais ce qui va se passer» ou «Oui, moi, je suis en santé, moi, je travaille en soins palliatifs». Donc, ne jamais présumer que le patient ou les proches vont parfaitement comprendre ce qui est en train de se passer. Puis, surtout qu'ils sont submergés souvent par l'émotion, ils retiennent à peu près la moitié de ce qu'on dit parce qu'ils sont très pris dans leur vécu.
Donc, fait que oui, ce constat-là qu'on n'est jamais assez clair s'applique aux patients, mais beaucoup à leurs proches aussi, qui peuvent confondre ou présumer l'illégalité de ce qu'on est en train de faire, hein. Parce qu'on se souvient qu'administrer un protocole de détresse, il y en a quand même qui vont, tu sais, 45 vont penser que j'ai fait de l'aide à mourir déguisée ou que c'est pas légal ce qu'on a fait, alors qu'on en administre quand même assez souvent. Donc, c'est ça, de vulgariser tout ça. L'autre aparté que je voudrais faire aussi, c'est, hem, ça va être une coche de plus, j'ai l'impression, puis on va avoir un travail, dans la communauté à faire pour vulgariser, expliquer, mais aussi dans nos bureaux pour expliquer la demande anticipée d'aide à mourir. Parce qu'à mon sens, je trouve que on est en train de s'approprier ça, nous tout le monde, là, les soignants, puis des fois, on trouve que c'est touché, que c'est un peu compliqué, qu'il faut être précis. Fait que là, si je m'imagine que les gens, malgré le fait qu'ils sont éduqués, qu'ils ont eu une expérience d'accompagnement avec des proches, confondent des choses qui, à mon sens, sont plus simples, ben peut-être que tout à l'heure, on va avoir un petit peu plus de plaisir. Donc, on a vraiment un travail de vulgarisation à faire, là, puis d'être attentif à tout ça. Donc, rigueur, explication dans nos approches et l'évolution de la maladie, je pense que ça va être, cardinal. Voilà, donc j'ai peut-être parlé un peu vite, cette période d'échange et de questions. Je serais curieuse d'entendre madame Plaisance aussi. Merci beaucoup, docteur Lemay. Mais oui, est-ce que Madame Plaisance veut ouvrir son micro ou commenter dans le chat quelque chose? Oui, ben c'était vraiment une surprise pour moi là, d'écouter cette présentation-là. Là. Je veux juste dire, c'est pas mon étude. Là. J'ai travaillé dessus, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais c'est une étude surtout là, de Diane Tapp. Mais je peux tout expliquer les résultats. J'ai bien compris. On avait aussi une analyse, une étude qualitative qu'on a fait avant, que là, ça, c'est moi qui ai vraiment fait l'analyse parce que moi, je suis anthropologue. Puis on avait des beaux verbatims comme des gens qui racontent une histoire qu'ils ont vécue d'aide médicale à mourir selon eux, mais ils racontent une histoire que dans le fond, c'est un arrêt de soins. Il dit, je faisais du bénévolat 2 fois par semaine, la personne elle allait à sa dialyse, je la portais à sa dialyse, puis un jour, elle a arrêté d'aller à sa dialyse. Voici mon expérience d'aide médicale à mourir. Et toutes sortes d'histoires comme ça. Puis, tu sais, dans le quotidien, on en entend beaucoup aussi des gens. Tu sais, moi, je dis, je travaille sur la fin de vie, là, que les gens ils me disent, ah, tu travailles sur l'aide médicale à mourir. Oui, non, pas tout à fait. Puis là, les gens commencent à nous raconter des histoires classiques de fin de vie en CHSLD, là, en EHPAD, parce qu'on a des Français parmi nous. Et c'est pas de l'aide médicale à mourir. C'est des soins palliatifs. Fait que là, on en vient à se demander, est-ce que les gens, l'appui populationnel qu'on a là, est-ce que c'est pour le soulagement de la souffrance en fin de vie ou c'est vraiment pour une injection létale? Puis je pense que c'est important avec des résultats comme ça qu'on se pose la question. Puis oui, notre échantillon, il était éduqué. Puis on a bien essayé d'aller chercher des gens moins éduqués, mais en recherche, c'est toujours des barrières qu'on a, hein. C'est difficile d'aller chercher toutes les couches de la société. C'est beaucoup des femmes qui ont déjà accompagné des gens en fin de vie, alors on peut s'attendre qu'ils ont des meilleures connaissances. Puis à tous les jours, sûrement tout le monde entre vous collige des témoignages de gens comme ça qui sont mêlés comme un jeu de cartes, mais sont pour l'aide médicale à mourir par contre. Fait que Ouais, c'est oui, pas. moi, mon mari, il l'a reçu, ça fait 25 ans, l'aide à mourir. Hein, Ah oui, on ah oui, l'entend il y a souvent, eu des souvent, soins souvent. palliatifs, madame. Oui. Puis tu sais, c'est pas juste aux médecins à porter ça, là. Une fois que les gens sont rendus dans votre bureau, il est trop tard. Je veux dire, c'est un rôle très lourd à porter pour les médecins. Fait que ça prend de l'éducation populationnelle et ça prend des décisions gouvernementales parce qu'à chaque couche qu'on rajoute puis les demandes anticipées, effectivement, on a changé la loi 5 fois, mais le monde sont restés avec l'image de l'aide médicale à mourir telle que légalisée en 2015, puis on n'a pas fait d'éducation populationnelle. Fait que selon moi, le monde est encore plus mêlé que dans l'échantillon, en fait, malheureusement. Fait que j'arrête de parler, là. Merci, docteur Lemay. Merci à vous. Merci, Madame Plaisance. On a une question de quelqu'un qui demande quelles sont les pratiques communautaires qui, selon vous, seraient les plus prometteuses pour améliorer la littératie face à la mort? Puis là, par pratique communautaire, on peut élargir, j'imagine, à quelles sont les pratiques, selon vous, qui sont les plus aidantes pour développer les connaissances face à la fin de vie? C'est c'est une c'est une excellente, c'est une excellente question. Je pense qu'il faut que ce soit,
faut que ce soit réfléchi à un plus haut niveau que juste nous, comme disait Mme Plaisance, dans notre bureau. Là. Je pense que de l'éducation de masse, puis de pourvoir aussi, les gens, ils s'informent sur toutes sortes de sites qui ne sont pas nécessairement, qui sont pas fiables non plus. Fait que je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose de structuré à grande échelle. Puis qui descendent là, soit dans les CLSC, dans les cliniques, peut-être de l'information qui roule dans nos salles d'attente, sur les télés, quand les gens. Il faut que ça rejoigne le plus de monde possible dans des mots simples, puis pas s'enfarger dans les détails. Là. Fait que j'ai l'impression que ce n'est pas en milieu tertiaire qu'on va régler ça. Là. Puis je pense qu'on on a fait des belles lois, mais il faut aussi qu'au niveau gouvernemental, puis de Santé Québec, que ça descende, puis je pense que c'est ça. C'est de l'information simple, diffusée par des médias qui sont accessibles à la population générale, mais il faut aussi aller chercher nos personnes âgées qui n'ont pas nécessairement accès tant que ça à Internet, aux réseaux sociaux, puis tout ça. Puis l'étude a montré là, que les personnes âgées, bien, évidemment, sont plus à risque d'avoir besoin de soins de confort bientôt comparé à la population plus jeune, puis qui ont plus de risque d'être mélangées aussi. Là. Fait que je pense qu'il faut faire une intervention aussi ciblée pour ces personnes-là, mais je n'ai pas vraiment une meilleure réponse. Madame Plaisance, je ne sais pas. Elle a une main levée. Ben, moi, j'ai un doctorat en santé communautaire, fait que c'est mon sujet de recherche. Ça prendrait des interventions coordonnées multiniveaux, tant au niveau de l'individu que des proches, que des organismes communautaires, la loi, c'est macro, puis tout en dessous, il n'a jamais été implanté finalement. Puis la littératie de la mort, c'est une littératie qui est équitable, je trouve, dans le sens que ceux qui ont une meilleure littératie de la mort, c'est pas nécessairement ceux qui ont une meilleure éducation. C'est ceux qui ont vu, c'est ceux qui ont accompagné. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement là, pour améliorer le niveau de littératie? C'est de s'occuper de nos parents, s'occuper des aînés, faire du bénévolat, être en contact avec des personnes en fin de vie. Ça va être ça qui va rendre le niveau de littératie de la mort plus élevé. Puis ça, ben, c'est super. Ils ont sûrement besoin de bénévoles là, dans les maisons de soins palliatifs, là. Fait que c'est sur ça que je dis que c'est équitable dans le sens qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour avoir une bonne littératie de la mort. Au contraire, hein, parce qu'on peut être très, très bon dans quelque chose puis être vraiment pas bon dans l'autre, là. Je cesse cette Ben, merci beaucoup. On sent que tu es passionnée, Ariane, par le sujet. Merci beaucoup, Dr. Lemay. Il n'y avait pas d'autres questions dans le question-réponse. J'inviterais, je pense qu'on passerait à l'article suivant, à moins que Mme Carignan ou Mme Baudin, vous vouliez commenter l'article ou rebondir. Sinon, on pourra passer à la suite. Alexandra, je vais t'inviter. Oui, super. Donc, parfait à projeter le reste de l'article. Madame Carignan, je vous cède la parole. Puis, Dr. Lemay, je vous remercie encore d'avoir été avec nous ce midi. Merci Ça m'a fait grand beaucoup. plaisir, merci. Merci beaucoup, Maude, et merci, Dr. Lemay. Et mon commentaire c'est très préoccupant d'entendre ces résultats-là. Hein. On a encore du travail à faire. Alors, oui, Maryse Carignan, je suis infirmière depuis plus de 40 ans et j'ai passé 40 ans de ma carrière en cancérologie, donc j'ai touché beaucoup aux soins palliatifs et de fin de vie, et particulièrement dans les 10 dernières années où j'ai travaillé sur l'élaboration de la mise en place de la loi concernant les soins de fin de vie dans mon établissement avec l'OIQ. Et j'ai été nommée commissaire à la Commission des soins de fin de vie en 2015 jusqu'à l'automne 2024. Je fais aussi de la formation à l'Université de Montréal et avec l'OIQ. Fait que, bref, mon expérience m'a amené à avoir beaucoup de contacts avec les soignants, les intervenants, les gens qui travaillent auprès des familles et des proches des patients qui reçoivent l'AMM. Et j'ai constaté beaucoup de désarroi. Je trouve que les intervenants professionnels sont démunis devant les familles. Quels sont leurs besoins? Comment répondre à ces besoins-là? Le délicat équilibre entre respecter le patient, la confidentialité du patient et de répondre aux besoins des familles. Et cet article-là, je trouvais qu'il était intéressant pour justement aider les professionnels à répondre à cette question-là. Et
il était aussi facile d'accès. J'ai participé l'an passé à une journée de concertation sur l'approche aidance pour un atelier sur les soins palliatifs et de fin de vie. J'ai constaté à quel point les proches ont besoin d'informations, ont besoin de soutien lorsque leurs proches, en particulier, demandent l'AMM. Alors, voici pourquoi j'ai choisi cet article. Si on veut aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer dans cette présentation-là. Et cet article-là, là, qu'on pourrait traduire comme étant Accompagne-moi à travers le jour final, c'est une étude canadienne qui veut regarder le point de vue des familles dans le but de faire des lignes directrices, dans le but d'améliorer la situation, de répondre aux besoins des familles le jour de l'intervention. Et on met de l'avant l'importance d'une approche centrée sur la famille dans la prestation d'aide médicale à mourir. Prochaine, s'il vous plaît. L'objectif de l'étude était de comprendre l'expérience des proches aidants au cours du jour, vraiment le jour de la procédure de l'aide médicale à mourir. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, c'est une méthode, c'est une recherche qualitative, une analyse thématique réflexive, herméneutique, qui est avec des entretiens semi-structurés. Les critères d'inclusion, c'est les proches aidants qui étaient d'adultes, de patients qui sont décédés d'AMM et qui maîtrisaient suffisamment l'anglais. Donc, il y a eu 18 participants qui ont été recrutés. C'était un recrutement dans le cadre d'une autre étude longitudinale à méthode mixte. Et les soignants qui étaient admissibles, les proches qui étaient admissibles, ont été identifiés par l'équipe clinique et ont été invités à participer à des entrevues semi-structurées au moins 6 mois après le décès du patient. Bien sûr, ont donné leur consentement éclairé et ont été sélectionnés à cause des attributs jugés pertinents à l'expérience le jour de l'intervention. Et ça s'est passé dans 2 grands hôpitaux urbains à Toronto. Alors, c'est vraiment canadien, c'est proche de nous. La collecte de données, comme je le disais, c'est fait par entrevue semi-structurée, soit par téléphone, soit par vidéo ou en personne au choix du patient. Le guide d'entrevue explorait vraiment les expériences en matière d'AMM le jour de l'intervention et aussi ont touché le deuil et le besoin de soutien des proches, bien sûr enregistrés, transcrites et anonymisés. Alors, comme je le disais, il y a eu 18 aidants qui portaient sur 15 patients uniques. En milieu hospitalier, l'administration de l'AMM s'est faite entre novembre 2018 et août 2021. L'âge moyen des patients était 75 ans. 87% d'eux avaient un diagnostic de cancer. L'âge moyen des aidants était 56 ans. Bien équilibré, hein? 9 hommes, 9 femmes. 55% étaient des patients adultes, des enfants adultes des patients. Et tous étaient présents lors de l'intervention et les entrevues ont varié de 6 à 13 mois après le décès. Là, je veux pas prendre trop de temps, fait que je m'enferme dans mes mots, je vais faire attention. Vous avez ici, vous allez avoir accès aux diapos. Alors, ce que je ne dis pas et qui est écrit, vous allez avoir accès. Et ici, vous avez le tableau complet là, des caractéristiques des participants. Alors, l'analyse s'est faite en transcription à l'aide de logiciels NVivo 12. Il y a eu des rencontres régulières des membres de l'équipe et ces rencontres ont permis vraiment d'analyser, de discuter et de coder les informations. Et ces discussions aussi ont permis une compréhension partagée, vraiment une co-construction, une réflexibilité sur le sujet et ont atténué les biais. Et ça a donné des résultats là, les plus significatifs possibles. Les participants, tous ont exprimé, avant de parler des résultats, il faut dire que tous les participants ont exprimé leur gratitude pour la disponibilité de l'aide médicale à mourir, mais là, j'espère qu'ils comprenaient c'est quoi l'aide médicale à mourir. Pour mentionner, exprimer leur gratitude, on va faire attention maintenant. Et on parlait du réconfort qu'a apporté le fait de cette autonomie-là pour le patient et le fait d'atténuer les souffrances, comme en témoigne cette citation. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, il y a 5 aspects qui ont été retenus
dans l'analyse des données, ou 5 thèmes, si vous voulez, qui ont influencé le niveau de malaise ressenti, ou j'aurais pu dire le niveau de bien-être ressenti. Qu'est-ce qui aide le niveau de bien-être ou qu'est-ce qui atténue le niveau de malaise des aidants le jour de l'aide médicale à mourir? Alors, les 5 thèmes qu'on va discuter, c'est le soutien harmonisé de l'équipe clinique, la préparation aux détails cliniques, la congruence entre le cadre et l'importance de l'événement, la participation active et la cérémonie comme telle, et le rythme et le moment de l'intervention. Le soutien harmonisé de l'équipe clinique, ben, les gens ont beaucoup apprécié l'attitude compatissante de l'équipe clinique, surtout dans les situations où il n'était pas possible de répondre aux souhaits du patient. Alors, les proches apprécient beaucoup quand l'équipe est compatissante, quand l'équipe a un soutien attentif immédiatement après le décès du patient, un soutien attentif aux proches et surtout une attention aux émotions des proches aidants immédiatement après le décès. Alors ça, c'est des pistes là, vraiment à garder en tête pour aider les gens. C'est vraiment l'attitude compatissante qui a été relevée là, de la part des intervenants. La préparation au détail clinique, l'importance de discuter à l'avance du déroulement. Et la préparation au détail, si petit soit-il, tu sais, parfois pour nous, c'est petit, mais pour eux, ça a une grande importance. Alors, ne pas penser que les critères qu'on pense qui sont petits ne sont pas importants. Alors, vraiment discuter, expliquer les détails de la signification et de ce qui va se passer dans le déroulement. Par exemple, il y en a qui ont dit être choqués de la grosseur des seringues, hein. Pour nous, c'est peut-être normal, c'est habituel, mais pour un patient, pour un proche qui voit la grosseur, la taille des seringues, ça a été un choc. Et l'explication justement de ce déroulement-là et de ces détails-là et la communication a contribué à un sentiment de contrôle, hein. Ceux qui ont l'expérience, vous l'avez probablement vécu, à quel point les proches ont le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur ce qui se passe. Alors, au moins de connaître ces détails-là et de participer ont redonné un sentiment de contrôle aux proches. Prochaine, s'il vous plaît. Et il y a la congruence entre le cadre et l'importance de l'événement. Ça a été difficile pour les gens, la nature impersonnelle du milieu hospitalier et l'importance des derniers moments du proche. Il y a certains proches qui ont exprimé un sentiment de culpabilité en regard de la chambre d'hôpital. Il aurait voulu la personnaliser, la décorer, alors avoir un milieu qui est plus sensible, alors peut-être porter une attention particulière pour les gens, de leur permettre de décorer, de leur permettre d'amener des choses. Fait que pour tirer le profit du milieu hospitalier, pour créer l'atmosphère la plus confortable et la plus favorable possible pour le patient. C'est sûr que l'étude a été faite en milieu hospitalier. Fait que là, il fallait parler de cet état. Si ça avait été à domicile, ça aurait été probablement différent. La prochaine, s'il vous plaît. Participation active et cérémonie, ben, la capacité de participer à la planification de la journée, comme je le disais tantôt, leur a donné un sens de contrôle. Et comme c'est une expérience nouvelle, sans coutume ni rituel établi, hein, même pour nous, certains ont exprimé vraiment un sentiment d'incertitude à la façon de participer efficacement. Ils ne savent pas vraiment quoi faire. Eux autres aussi sont démunis. Et ça leur a amené des doutes après ça dans les phases du deuil. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû faire autrement? Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'ai pu vraiment exprimer mon amour, dire au revoir? Fait que c'est des questions qui restent après. Bien sûr, il y en a qui ont partagé des histoires de cérémonies, d'amener de la nourriture, d'amener de dire des poèmes, la musique, bref, amener là, la partie, comme on parlait tantôt, là, vraiment un sentiment d'appropriation de cette journée-là selon la personnalité de la famille et de la personne, et d'amener encore une fois, là, une ambiance positive, hein. On voit qu'il y a certains thèmes qui se recoupent. Prochaine, s'il vous plaît. Le rythme et le moment de l'intervention. Ça a amené vraiment parfois des concernations et des malaises liés au moment et au rythme de l'intervention. Alors, retard de l'intervention,
pouvait amener des questionnements aussi, puis parfois, ils ne comprenaient pas exactement ce qui se passait. Est-ce qu'on a vraiment expliqué le retard? Des fois, on ne sait pas nous-mêmes, mais ça peut amener des problématiques. L'incertitude quant à la durée de l'intervention, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours être à la minute près, à la seconde près, mais au moins les préparer à ça. Et beaucoup ont mentionné le rythme inattendu de la procédure. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit si rapide, que la mort survienne si rapidement. Puis ça a amené des doutes à savoir est-ce que le patient lui-même, la personne elle-même, savait que ce serait si rapide, que la mort serait si soudaine. Alors, il aurait aimé avoir plus d'informations à ce niveau-là. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant, cette, euh, cette perception-là des gens sur la rapidité à laquelle ça se produit. Alors, oups! Oh, mon Dieu, excusez-moi, j'ai eu peur. Mon écran a changé. J'ai dit, mon Dieu, je me suis coupée. Euh, alors, la discussion qui a amené les résultats, bon, on l'a dit, là, l'appréciation de la possibilité d'aide médicale à mourir et vraiment les résultats mettent en évidence l'importance d'une approche centrée sur la famille. Je comprends que parfois, c'est pas possible, mais quand les proches sont là, ils participent, puis que le patient est d'accord. Puis si le patient n'est pas d'accord, ben, il y a peut-être moyen, en respectant la confidentialité du patient, de quand même répondre à certains besoins des proches quand ils sont présents. Fait que aussi, inclure une attention particulière à la capacité de la famille à créer des souvenirs et à gérer. C'est important pour gérer le deuil. Alors, parfois, on pense pas à ça, mais je pense que c'est une idée intéressante de l'article de penser à la capacité de la famille à créer des souvenirs, puis que les proches, ils veulent avoir l'équipe proche, l'équipe soutenante et l'équipe qui est, comme on disait là, compatissante. Ça les désoriente moins d'avoir quelqu'un autour d'eux. Prochaine. Euh, le, un besoin commun non satisfait chez les proches au cours du dernier mois de vie, c'est à quoi s'attendre au moment du décès. Alors, on le disait tantôt, hein, les gens n'ont pas nécessairement de l'expérience de comment ça va se passer. C'est difficile de toujours dire exactement comment ça va se passer, mais ils aimeraient avoir plus d'informations là-dessus. Et comme je disais tantôt, même les petits détails qui nous semblent mineurs, ça serait important de les traduire et d'expliquer les retards et la durée de l'information, quand on n'est pas au courant, ça peut provoquer de la détresse chez les patients. L'environnement stérile de l'hôpital, fait que je l'ai dit abondamment, là, la discussion revient là-dessus, qu'il faut créer une atmosphère selon les préférences de la personne, favoriser une atmosphère familiale et sereine pendant l'intervention, puis de permettre d'apporter des choses personnelles du patient. On a même parlé d'avoir une chambre certains centres ont des chambres ciblées pour l'AMM. Bref, ça pourrait être des solutions là, pour aider les proches. Et l'étude a parlé, l'article a parlé justement de l'incompatibilité que parfois on entend de l'équipe des soins palliatifs et de l'AMM. Par contre, l'étude, les résultats démontrent que les valeurs et l'expertise des soins palliatifs pourraient aider dans le processus d'AMM, le soulagement de la souffrance, les soins holistiques sans jugement, la défense de l'autonomie du patient, favoriser une bonne mort telle que définie par le patient. Alors, les résultats de cette étude-là voudraient une intégration de l'expertise des valeurs en matière de soins palliatifs dans la prestation d'AMM et il déplore qu'il y a eu une orientation insuffisante dans la pratique. La légalisation n'a pas été accompagné d'une orientation suffisante. Au Québec, on a eu un programme de développement des compétences. Je vous laisse penser, est-ce que ça a été suffisant? Est-ce qu'on devrait en faire davantage? Mais les lacunes existantes dans la prestation d'aide médicale à mourir, ben, on devrait englober les prochains aidants dans ce développement de compétences-là. Pour les aider davantage. Alors, naturellement, comme dans toute étude, il y a des limites, les billets de sélection, on en a parlé tantôt, hein, les personnes, les statuts socio-économiques plus élevés, c'était des personnes blanches, les gens étaient peut-être
les gens qui ont accepté étaient favorables à l'aide médicale à mourir? Est-ce que les discussions auraient été différentes pour les gens qui ne l'étaient pas? C'était limité à un hôpital. Il faudrait avoir plus d'études. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup, mais en avoir plus à domicile et en communauté. Et il ne faut pas oublier que c'était pendant la pandémie, alors ça peut avoir affecté les résultats. Puis il y a juste 18 participants aussi. Mais quand même, je pense que ça donne des bonnes pistes de solutions pour aller vers notre pratique parce qu'on a tous un rôle à jouer. J'entendais parler tantôt, tu sais, Dr. Lemay parlait des conversations qu'elle a dans son bureau. Madame Plaisance parlait il n'y a pas juste le médecin. Effectivement, moi, dans toutes les formations que je fais pour les infirmières, je leur dis prenez votre place, parlez, expliquez, attendez pas toujours après le médecin. C'est interdisciplinaire aussi. Tout le monde peut amener avec ses compétences son grain de sel, expliquer, se préoccuper des proches de la famille, expliquer, être attentif aux besoins, donner de l'information, l'attitude compatissante le plus possible toujours et d'aider à créer une atmosphère positive. Je pense que l'article nous donne des pistes de solutions, hein, l'écoute, être présent, euh, euh, reconnaître que c'est difficile et je vous ai laissé les références là, qui étaient intéressantes, certaines qui étaient intéressantes dans la discussion et par rapport à aussi ce qui se passe au niveau des proches aidants et de l'aide médicale à mourir. Alors voilà, j'espère que j'ai pas trop pris de temps. C'est un marathon, hein? C'est un article avec tellement de contenu, mais c'est vraiment bien résumé. Merci beaucoup. N'hésitez pas, s'il y en a qui ont des questions, à les écrire dans le chat ou dans la fonction questions-réponses. Il y Je a une voyais qu'il y avait quelque chose dans le chat tantôt, mais j'ai pas. il y a eu des commentaires sur la rapidité de l'intervention, effectivement, que ça peut aller Oui, vite c'est quand les ça, gens la sont rapidité de pas. l'information. Il faut leur dire là, dans combien de temps ça se passe. Puis, mais tu sais, parfois pour nous, puis c'est pas, je juge pas puis je critique pas, mais c'est tellement naturel pour nous, comme professionnels de la santé, qu'on pense pas de le dire. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est important quand on parle de, de détails aussi minimes soient-ils, ça nous semble minime, mais pour les proches, Mhm, eux, c'est la première fois peut-être, ou c'est la première fois que leurs proches décèdent, là. absolument. Ariane? Oui, est-ce qu'on pourrait penser là, qu'il y avait des gens qui pensaient qu'ils demandaient des soins palliatifs, pas à ce point-là quand même? Est-ce que, Ben, selon vous, selon la lecture de l'article, il y a eu une période où je me disais comme que les patients ou les familles ne s'attendaient pas à ce que la personne décède immédiatement? Est-ce qu'il y avait comme une incohérence ou une méconception à ce point-là? OK, ben de ce que j'ai lu, c'était plus la vitesse, là. Vraiment, le fait Et- qu'ils ne s'attendaient pas que ça arriverait si rapidement. Puis on sait que parfois, vois-tu, c'était 75 ans, l'âge moyenne, c'était presque tous des diagnostics de cancer. C'est des gens qui sont déjà très hypothéqués par leur maladie. Alors parfois, le décès arrive aux premières injections, là, à l'injection du Versed même, là, tu sais, t'as même pas le temps de donner les trois. Fait que c'est sûr que ça peut arriver plus rapidement qu'on pense. Mais d'après l'article, en tout cas, c'était vraiment la vitesse euh, qui était en cause. On a une question dans le chat. Est-ce que la sédation palliative est encore autant considérée? Pouvez-vous l'expliquer? Quelle situation serait favorable pour l'utiliser? Ben écoutez, dans l'article, on ne parlait pas du tout de sédation palliative, mais je pense que oui, c'est encore considéré si on regarde le nombre de sédations palliatives continues qui est administré quand même. Alors, puis les conditions favorables à les utiliser, ben, je vous inviterais peut-être à aller voir justement le protocole de sédation palliative continue qui est sur l'INES parce que c'est bien décrit dans quelle situation on peut le faire. Et le Collège des médecins et l'OIQ a préparé des fiches euh, d'explications justement pour les intervenants et il y en a particulièrement sur la sédation palliative continue qui explique. Alors, tu sais, les situations, c'est vraiment des situations de fin de vie, c'est vraiment des situations de symptômes non contrôlés, euh, de, et en fait, c'est beaucoup, beaucoup de symptômes, mais souvent la détresse existentielle, la douleur, les détresses respiratoires récidivantes, les convulsions.
récidivantes, non contrôlées, qu'on a tout essayé. C'est des exemples. C'est pas exhaustif, mais c'est des exemples. Mais je pense que si vous allez sur le site de l'INES et le site, si vous êtes infirmière, sur l'OIQ ou le Collège des médecins, vous allez avoir encore plus d'informations sur la sédation palliative continue. Merci beaucoup. Pendant qu'on se prépare pour notre troisième et dernier article, merci beaucoup, Madame Carignan. Je vais mettre dans le chat le lien pour les fiches de l'OIQ OK, auxquelles merci. vous référez. Donc, je vais le mettre dans le clavardage. Et puis, Madame Marie-Josée Baudin, je vous cède la parole. Donc, bonjour. Pour le dernier article présenté aujourd'hui, je vous propose là, une traduction libre du titre L'assistance médicale à la mort au Canada, une étude qualitative de l'impact émotionnel et moral. Il s'agit d'un article qui a été publié le 28 août 2024 dans la revue Journal of Medical Ethics. Mon nom est Marie-Josée Baudin, je suis infirmière praticienne spécialisée, pratiquant en soins palliatifs et prestataire d'aide médicale à mourir au sein du CIS de la Montérégie-Est. Je siège également au sein du groupe interdisciplinaire de soutien de ma région, en plus d'être membre du groupe de soutien ministériel sur l'application de la loi concernant les soins de fin de vie depuis sa création. Je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation, mais j'ai un grand intérêt pour le sujet de cette présentation. J'espère que je vais réussir à être fidèle à ce que les auteurs ont voulu partager. Et je vous amène ailleurs cette fois-ci. Je vous amène au niveau émotionnel, mais l'émotion ou les dilemmes le vécu par les soignants. Donc, l'étude que je vous propose visait à explorer l'expérience émotionnelle et morale des prestataires d'aide médicale à mourir au Canada en tenant compte des particularités du cadre légal canadien. Plus précisément, les chercheurs souhaitaient connaître les réactions morales ainsi que les raisonnements intérieurs qu'avaient les prestataires d'aide médicale à mourir en regard à leur rôle. Connaître également si certains prestataires ressentaient du regret ou de la détresse émotionnelle après avoir fourni le soin et si des ressentis positifs pouvaient également être présents. Interroger les facteurs qui rendent l'aide médicale à mourir plus ou moins difficile pour les praticiens. Il souhaitait observer si les conditions législatives uniques au Canada, soit le fait que le prestataire doit gérer toutes les étapes du processus complet d'aide médicale à mourir. On se rappelle qu'au Canada, le prestataire doit faire l'évaluation initiale, il doit accepter ou juger ou non admissible le patient. Il doit discuter avec lui du lieu, de l'heure et du moment où sera administrée l'aide médicale à mourir. Il doit faire la prescription. Il doit aller chercher les agents létaux à la pharmacie. Il doit injecter lui-même l'agent létal, puis il doit demeurer sur place puis assister légalement à la mort de son patient. Donc, à savoir si tout ce processus-là avait un impact spécifique sur l'expérience subjective des prestataires canadiens. Puis à savoir si cette expérience-là était différente de celle qui était rapportée par les praticiens pratiquants dans d'autres juridictions. Comme par exemple, dans l'article, on nous parle de l'Oregon, où le rôle là, du prestataire, en fait, c'est de faire l'évaluation initiale, d'évaluer si le patient est admissible, de faire la prescription de l'agent létal et il laisse partir le patient avec la prescription et son implication s'arrête là. Donc, à voir s'il y avait une différence pour les prestataires. La méthodologie utilisée, il s'agit d'une approche qualitative mixte. On se rappelle qu'une étude qualitative a pour but de comprendre les motivations, les émotions et les comportements humains. Dans le cas qui nous intéresse, c'est de comprendre comment les prestataires vivent émotionnellement et moralement l'expérience de fournir l'aide médicale à mourir dans le contexte canadien. Pour ce faire, les auteurs ont réalisé des entrevues semi-structurées auprès de 22 médecins ayant adopté précocement l'aide médicale à mourir. Chaque entretien portait sur les émotions, les réflexions morales, les motivations, les doutes et le vécu clinique des participants en lien avec l'aide médicale à mourir. Les entretiens ont été enregistrés, puis transcrits et anonymisés. Par la suite, les chercheurs ont utilisé une analyse phénoménologique et une analyse thématique standard. Et dans un deuxième temps, ils ont refait une analyse thématique, mais cette fois-ci assistée par l'intelligence artificielle. Dans leur cas, c'était ChatGPT, pour voir s'il y avait d'autres thèmes qui pouvaient être ressortis par l'intelligence artificielle qu'eux n'auraient pas identifiés initialement. Donc, une démarche que vous comprendrez est peu fréquente dans les publications scientifiques actuellement, mais qui probablement deviendra de plus en plus utilisée dans le futur. Donc, ils sont un peu précurseurs avec les biais qui viennent avec ça, évidemment.
Au niveau des résultats, l'analyse thématique a mis en évidence des impacts émotionnels positifs et négatifs pour les prestataires qui pratiquaient l'aide médicale à mourir. Sur le plan moral, les médecins ont souligné l'importance de l'autonomie du patient, le soulagement de la souffrance comme des impératifs importants dans leur décision de pratiquer l'aide médicale à mourir. L'étude a identifié les facteurs qui facilitent puis qui rendent plus difficile aussi la prestation d'aide médicale à mourir. Si on décortiquait rapidement les résultats, au niveau de l'expérience émotionnelle contrastée qui est décrite dans l'étude, c'est que les participants rapportent une ambivalence émotionnelle, mêlant fierté professionnelle, gratitude, mais aussi une charge émotionnelle négative de l'épuisement puis de la solitude morale. Plusieurs prestataires trouvent un sens profond à leur rôle et le voient comme un acte de compassion et d'accompagnement jusqu'au bout. Les médecins insistent sur l'importance d'honorer l'autonomie et le choix du patient, considérant l'aide médicale à mourir comme un moyen de donner aux patients le contrôle sur leur propre mort. Ils se voient comme des facilitateurs, en fait, de la volonté du patient. Mais les participants évoquent aussi un effet cumulatif à la pratique, une fatigue émotionnelle, une usure morale, surtout face à des cas plus complexes ou lorsqu'ils doivent intervenir fréquemment en aide médicale à mourir. L'expression de cette dualité-là se perçoit dans certains narratifs qu'on retrouve dans l'étude. Dans les récits, certains utilisent les termes comme être honoré de pouvoir offrir une mort qui vient apaiser le patient, mais ils vont aussi utiliser dans leur narratif des termes comme étant durement touchés lorsqu'ils parlent là, de leur vécu émotionnel. La charge morale et les tensions à l'égard de l'identité professionnelle est ressortie également. Fait que le fait de causer directement la mort, même dans un cadre qui est légal, qui est volontaire, provoque une dissonance morale chez certains prestataires. Plusieurs disent ressentir une charge morale négative, surtout lorsqu'ils réfléchissent à long terme aux gestes posés ou s'ils ont des doutes là, du bien fondé dans certains cas. Certains perçoivent également une forme de rupture avec la vocation médicale centrée sur le soin et la guérison, exacerbée par l'absence de reconnaissance explicite du rôle d'aide médicale à mourir dans la culture médicale dominante. Il y avait aussi le thème de solitude professionnelle et manque de soutien. De nombreux participants mentionnent un manque de soutien institutionnel ou de reconnaissance officielle. Ils perçoivent une isolation au sein de leur milieu professionnel à cause des tabous entourant l'aide médicale à mourir ou d'un manque de reconnaissance des collègues, une part du jugement ou de réactions négatives de la part des familles, des pairs, de la société en général. Tout ça a aussi été nommé là. Au niveau des effets protecteurs, les prestataires expriment que la relation étroite avec leurs patients, le respect de l'autonomie du patient et que le rituel qui entoure le décès offre une forme de protection émotionnelle et morale, hein. La clarté du consentement dans le contexte d'aide médicale à mourir, la transparence du processus, la préparation crée un cadre là, qui réduit le sentiment d'ambivalence du prestataire. Certains comparent cette expérience à des rituels médicaux sacrés, soulignant la sérénité du moment comme contraste frappant avec d'autres formes de décès qui ont pu assister en milieu hospitalier. Pour ce qui est des facteurs contextuels aggravants, il a été soulevé que plusieurs facteurs augmentaient le stress émotionnel ou moral. Entre autres, les cas où les familles sont en désaccord avec la décision du patient, lorsque les patients sont jeunes, lorsqu'il y a de l'incertitude concernant le pronostic, lorsqu'il y a un sentiment de pression institutionnelle ou un manque de ressources là, pour bien préparer le soin. Un autre facteur aggravant est la répétition fréquente d'aide médicale à mourir sans espace de décompression ou de possibilité là, de supervision ou d'échange entre les pairs. Les auteurs reconnaissent que les prestataires d'aide médicale à mourir au Canada vivent des expériences émotionnelles et morales complexes, marquées par une tension entre la valeur attribuée à leur rôle et les coûts personnels qu'ils engendrent. Ils insistent sur le besoin de reconnaissance formelle, de soutien psychologique structuré et de formes continues pour accompagner ces professionnels dans une pratique durable et éthique de ce soin-là. Donc, en discussion, les auteurs nous proposent que les résultats suggèrent que le niveau élevé de responsabilité confié aux médecins canadiens en matière d'aide médicale à mourir n'est pas associé à des émotions pénibles plus fortes que les médecins qui pratiquent l'assistance à la mort sous d'autres législations. Okay? Donc, ils souffrent et ils ont des gratitudes, mais c'est sensiblement les mêmes que dans d'autres législations.
Les médecins considèrent que le fait d'honorer les souhaits des patients, de soulager leur souffrance est un service important à offrir aux patients. Puis l'article compare les résultats à d'autres études et soulève des questions sur l'évolution des normes culturelles et les besoins de soutien des médecins en pratique d'aide médicale à mourir. Au niveau de leurs conclusions, il y a la compréhension de l'expérience des médecins en matière d'aide médicale à mourir est essentielle pour les parties prenantes, soit les patients, les collègues, les éthiciens, les législateurs et les futurs fournisseurs, et qu'il faut reconnaître que la durabilité de l'aide médicale à mourir repose sur la volonté des professionnels de la santé à s'engager dans cette pratique. Il n'y a aucune obligation légale de faire ce soin-là. Donc, probablement qu'il faudrait mieux encadrer et mieux supporter les prestataires. C'est ce qu'il nous laisse percevoir en conclusion. Le parallèle avec ma pratique clinique, de façon générale, mon vécu professionnel est bien représenté par les témoignages des participants. Leur réalité fait écho à la mienne. Bien qu'ils soient médecins et que moi, je suis infirmière praticienne, je pense que c'est équivalent et avec quelque chose de rassurant pour moi de voir que ce que je vivais, en fait, était vécu par d'autres aussi. Au niveau des effets positifs, euh, ce qui me permet jusqu'à maintenant de continuer cette pratique sont les éléments suivants qui ont été nommés également là, par les autres participants de l'étude. Donc, l'autonomie. La reconnaissance et le respect de l'autonomie du patient est une valeur morale forte pour moi. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que je me suis impliquée en aide médicale à mourir dès 2016. Les autres éléments sont l'accompagnement et le soulagement, bien sûr, là, le fait de pouvoir accompagner jusqu'au bout et offrir une forme de soulagement ultime à la souffrance sont des raisons pour lesquelles je continue à offrir ce soin-là à mes patients. Au niveau des défis, malgré le fait que j'ai fait l'exercice d'identifier et de reconnaître les valeurs morales qui m'habitent, l'ambivalence émotionnelle puis une certaine forme de dissonance morale demeure tout de même là, dans certains cas pour moi. Je ressens également l'effet cumulatif de la pratique qui m'apporte une certaine lassitude émotionnelle, surtout lorsque j'effectue plusieurs aides médicales à mourir là, de façon très rapprochée. La peur du jugement est présente aussi chez moi, comme chez les autres participants. Depuis quelques mois, je m'expose publiquement en reconnaissant que je suis prestataire d'aide médicale à mourir, mais il y a à peine quelques mois, ma famille et la majorité de mes pairs n'étaient pas au courant que je pratiquais ce soin. J'ai choisi d'en parler probablement pour essayer de faire changer un petit peu les choses, hein, pour enlever ce voile-là qu'il y a autour des prestataires, puis de mentionner peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de soutien. Fait qu'au niveau des besoins, ben, je ressens certains besoins qui ont eux aussi été exprimés dans l'étude. Fait qu'entre autres, le besoin d'espace de décompression. Dans mon cas, ça se manifeste par un besoin criant de prendre un moment après une aide médicale à mourir. Je peux juste pas retourner à ma vie comme si de rien n'était. Mais pourtant, la majorité du temps, je dois le faire. Donc, je dois continuer à aller voir un autre patient, je dois continuer à faire. Je le ressens le besoin, mais je ne peux pas me déposer. Il serait salutaire pour moi de bénéficier aussi d'un support professionnel institutionnalisé. Il existe bel et bien pour moi, mais comme pour la majorité de tous ceux qui pratiquent, j'en suis convaincue, un coût personnel à cette pratique professionnelle et nous devrions avoir une reconnaissance à la hauteur du sacrifice que nous faisons au niveau professionnel. Pour terminer, j'espère que cette étude ouvrira des discussions dans vos milieux. Puis si vous avez des questions, des commentaires, ben, je vous laisse la parole. Wow, merci tellement de ce partage, ma foi, super intime. C'est vraiment, vraiment intéressant de vous entendre. Puis, s'il y en a qui ont des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Il y avait, moi, en fait, j'avais une question pour vous de savoir, ben, vous l'avez nommé un peu là, que vous n'aviez pas été si surprise, mais est-ce qu'il y avait un élément que vous avez lu puis vous vous êtes dit, ah, ça, c'est quelque chose que je pourrais intégrer ou qui vous a comme donné des idées ou ça venait juste confirmer ce que vous faisiez déjà dans votre. Mais de façon générale, ça venait confirmer, ça venait beaucoup valider mon vécu, en fait. Oui, c'est ça. C'est une étude qui est terminée en 2019, hein. Après ça, le temps de compléter l'analyse, mais les choses ont beaucoup changé. Tu sais, la loi a beaucoup changé depuis. Puis malgré ça, je ressens les mêmes enjeux moraux, tu sais, la même gratitude de pouvoir le faire, mais également les mêmes enjeux moraux. Puis aussi probablement le manque de support qui
qui est pris pour acquis un peu, hein. C'est comme ben, tu as choisi de faire le soin, puis assume, mais je pense qu'il y a des choses qui devraient changer. Mm. On l'espère vraiment. Merci énormément. Je vois qu'il est déjà 13 heures. Il n'y avait pas de questions autres, donc je vais clore avec je vais clore notre session. Merci Merci beaucoup. vraiment beaucoup, Marie-Josée. Fait que pour terminer, en fait, c'est juste pour nommer qu'on a une prochaine activité. C'est une conférence le 10 juin. Docteur Olivia Nguyen va venir nous parler des enjeux de diversité en soins palliatifs, l'expérience des soignants. Donc, euh, on espère que vous pourrez être des nôtres. Aussi, on aimerait bien connaître votre appréciation de la session. Donc, je vous mets dans le clavardage le lien pour le sondage. Également, si vous voulez l'accréditation, vous pouvez nous écrire pour obtenir les informations. Donc, je vais mettre aussi dans le clavardage les informations. Je devais faire ça plus tôt, mais j'écoutais tellement Marie-Josée avec attention que c'est dernière minute pour les liens. Aussi, on vous informe que ici à l'Institut, on est en train de développer le 3e et dernier bloc de la formation qui s'appelle Principes et pratiques entourant la loi concernant les soins de fin de vie, qui est une formation qui porte là, sur l'aide médicale à mourir, qui est disponible sur ENA ou bien sur FCP Partenaire. Donc, le 3e et dernier bloc, on a d'ailleurs la chance d'entendre Marie-Josée Baudin comme prestataire qui témoigne. Là. Donc, ça va être disponible prochainement. Vous pouvez surveiller nos réseaux sociaux puis notre infolette à l'Institut pour plus de nouvelles, pour obtenir des informations sur cette formation. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir été là vraiment en grand nombre. Les commentaires sont vraiment, je vois beaucoup de remerciements puis de félicitations dans le chat. Alors, merci à tous, puis au plaisir de vous revoir bientôt. Je laisse aller là-dessus. Merci.